On veut du foot plus vite, plus fort, toujours plus. Mais la vraie question, c'est à quel prix? Parce que derrière le show, il y a une crise bien réelle. Les joueurs, ils sont au bout du rouleau, physiquement, mais aussi mentalement. Alors on va décortiquer ça ensemble, voir comment la machine s'est emballée au point de menacer, de menacer le jeu lui-même. Et cette citation, franchement, elle tape en plein dans le mille. C'est ça le paradoxe du foot d'aujourd'hui. Sur le papier, on nous vend du rêve, un foot total, une intensité de folie. Sauf que la réalité sur le terrain, c'est tout autre chose. On a un jeu qui a l'air plein de vie, mais qui est en fait vidé de sa substance. Un spectacle magnifique, ouais, mais qui est peut-être devenu juste une illusion. Et attention, ce n'est pas juste une impression, un sentiment. Non, non, les chiffres, eux, ne mentent pas. Il y a ce rapport de la FIFPro, le syndicat des joueurs, qui est juste alarmant. Tenez-vous bien, 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quasiment un match sur 6 est joué par des joueurs dont le système nerveux est complètement à plat. Ils n'ont plus la lucidité pour faire leur métier correctement. C'est juste énorme en fait. Alors, première étape, on pose le diagnostic. Les spécialistes ont même trouvé un nom pour ça, le football édulcoré. C'est une image assez parlante, non? C'est un foot qui a le goût de l'intensité, mais qui a perdu toute sa saveur. Il est comme vidé de sa substance, à cause d'une surchauffe générale. Ok, mais la question c'est comment on en est arrivé là? Bon, on va plonger au cœur du problème. La cause numéro 1, c'est une sorte d'équation qui est devenue tout simplement impossible à résoudre. D'un côté, on a les exigences du spectacle, toujours plus. De l'autre, la réalité biologique des joueurs. Et cette équation, elle met tout le système en danger. Là, ce graphique, il est sans appel. Regardez un peu ces chiffres, c'est fou. Depuis les années 2000, la distance à haute intensité, hop, plus 30%. Le nombre de sprints, on a presque doublé, plus 95%. Et comme si ça ne suffisait pas, on joue en moyenne 12 minutes de plus par match. Le calcul est vite fait, hein. On a littéralement créé une machine à broyer les joueurs. Et qu'est-ce qui alimente cette machine à broyer? Eh bien, un calendrier qui est devenu complètement dingue. La Ligue des champions élargie, la nouvelle Coupe du monde des clubs en plein été. Et pendant ce temps-là, les championnats nationaux, eux, ils ne bougent pas. Le résultat de tout ça, la pré-saison, ce moment qui est vital pour la préparation, elle a tout simplement disparu. C'est fini. Et là, on va voir le côté scientifique du truc. Imaginez, le corps a une charge de travail habituelle, sa routine quoi. Si d'un coup, on augmente cette charge brutalement, genre 3 matchs en une semaine, on entre dans ce que les spécialistes appellent la zone de danger. Et là, le risque de blessure, il explose. C'est aussi simple que ça. Et c'est précisément ce que le calendrier impose aux joueurs aujourd'hui. La conclusion, elle est simple. On peut jouer tous les 3 jours, ouais, mais pas sans se péter. Alors là, cette citation, elle vient d'un adjoint de Pep Guardiola et franchement, elle est hallucinante. Elle nous dit quoi? Que les top équipes sont tellement cramées qu'elles ne peuvent même plus s'entraîner à l'intensité d'un match. Non, elles se contentent de marcher, juste marcher, pour revoir les placements. C'est un aveu d'impuissance qui est juste total. Bon, mais concrètement, sur le terrain, ça se voit comment, cet épuisement? On pense tout de suite aux blessures, aux crampes, tout ça. Mais en fait, le symptôme le plus spectaculaire et le plus inquiétant, il n'est pas dans les jambes. Non, il est dans la tête. C'est le cerveau qui lâche en premier. Prenons un exemple concret, le pressing à haute intensité. C'est l'arme numéro 1 du foot moderne, on est d'accord. Eh bien, ce graphique nous montre sa durée de vie. Pendant 65 minutes, ok, ça marche. Mais après, son efficacité s'effondre, on perd 40%. Ce n'est donc plus une stratégie qui tient 90 minutes. C'est devenu juste un coup de poker en début de match. Et l'explication, elle est cognitive. C'est dans le cerveau que ça se passe. Quand un joueur est frais, son cerveau, ce qu'on appelle le système 2, peut gérer des tactiques complexes, s'adapter, etc. Mais quand il est fatigué, le cerveau bascule en mode économie d'énergie. C'est le système 1 qui prend le relais. Des actions simples, automatiques, instinctives. Et là, adieu la créativité, adieu l'adaptation tactique. Et ça, sur le terrain, ça se voit même à l'œil nu. On a des équipes qui n'arrivent plus à s'adapter en cours de match, il y a beaucoup moins de mouvements, moins d'espace créé, et donc, logiquement, beaucoup moins d'occasions de but, surtout en fin de match. Au final, c'est le spectacle qui perd en qualité tout simplement. Alors face à ce véritable mur physiologique, les coachs et les joueurs, ils n'ont pas le choix. Ils doivent s'adapter. Mais attention, hein, on ne parle pas d'innovation tactique pour être plus malin que l'adversaire, non, non. On parle de stratégie de survie, juste pour tenir jusqu'à la fin de la saison. Voilà un peu à quoi ressemble une réunion tactique aujourd'hui dans certains clubs. Étape 1, on regarde les données physio des joueurs, leur bioscore. Étape 2, ce score est bas, eh bien, le plan de jeu ambitieux avec un pressing haut et tout, on le jette à la poubelle.
Et l'équipe passe en mode bloc bas, en mode défensif. Et ça, peu importe qui est l'adversaire en face. Et la conséquence de ça, elle est hyper profonde. Ça veut dire que l'identité de jeu d'un coach, sa philosophie, tout ça, ça passe au second plan. La stratégie, elle n'est plus dictée par des idées, mais par les données de fatigue. En gros, l'ordinateur a gagné contre le tableau noir. Cette citation, elle résume parfaitement ce nouveau pragmatisme. Fini les schémas tactiques super complexes, les rotations dans tous les sens. Non. L'objectif tactique numéro 1 maintenant, c'est d'économiser de l'énergie. On demande aux joueurs de courir moins, de rester dans leur zone. C'est dingue, non? Mais l'adaptation la plus folle, la plus radicale, elle vient des joueurs eux-mêmes. Certains, en fait, ralentissent volontairement le jeu. Ils enchaînent les passes latérales qui ne servent à rien. Et là, ce n'est plus juste de la fatigue, c'est une forme de protestation, une sorte de grève du zèle, directement sur le terrain. Le but? Rendre le spectacle moins bon pour forcer les dirigeants à réagir. Le jeu lui-même devient une arme. On arrive maintenant à la fin de cette analyse, et la conclusion, elle semble un peu inévitable. Le football a atteint un point de rupture. L'industrie du spectacle est littéralement en train de dévorer ceux qui la font vivre, ses propres artistes. Et cette phrase d'un international français qui reste anonyme, c'est un vrai cri du cœur. On leur demande toujours plus, d'aller plus vite, de jouer plus de matchs, mais on oublie de vérifier s'ils ont encore du carburant. Et le pire, c'est que même quand le réservoir est vide, on leur demande de continuer à avancer. Alors voilà, on va se quitter sur cette question, une question qui reste ouverte. Est-ce que le beau jeu, dans sa course folle au spectacle et à la croissance, n'est pas tout simplement en train de sacrifier ses propres artistes, de sacrifier la santé et le talent de ceux qui le rendent, si beau? C'est une question cruciale, et la réponse déterminera sans doute le futur de ce sport qu'on aime tant.